allons parler justement, pourquoi il cache, puisque nous allons parler justement de ce match RDC-Sénégal et bien sûr de ce désordre qui a suivi la rencontre. On a assisté à un débordement. Il cache s'est occupé de la billetterie. Qu'est-ce qui s'est passé côté billetterie? Qu'est-ce qui s'est passé côté sécurité? Il y a eu une réunion qui a été présidée hier par le ministre de Sport et Loisirs, une réunion qui a connu également la participation de la Fédération congolaise de football association. Avant de parler justement de ce qui a suivi la rencontre, on va quand même revenir un tout petit peu sur ce match entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. La RDC qui a été battue à domicile sur le score de 3-2 par le Sénégal, alors que les Congolais étaient en train de mener sur le score de 2-0. Là, les esprits des Congolais étaient aux anges, on va dire, espérant une victoire pour se rapprocher un tout petit peu de la Coupe du Monde. On va d'ailleurs pour faire un très grand pas vers la Coupe du Monde 2026. Mais il y a eu 3 buts sénégalais qui sont arrivés juste après les 2 buts de la République démocratique du Congo. Geneviève Mbouambaya, ça a été une désillusion. Aujourd'hui, terminé en première position de ce groupe B devient un tout petit peu illusoire pour les léopards de la RDC. Ouais, ça devient illusoire au regard des 2 prochaines sorties ou encore des 2 dernières sorties dans ces éliminatoires. Le Sénégal jouera contre le Soudan du Sud et contre la Mauritanie, 2 équipes ou 2 nations très mal classées au classement et qui n'ont rien à gagner dans cette course. Donc, on avait la chance ou l'occasion de creuser l'écart avec le Sénégal au cours de ce match. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. C'est pratiquement la 3e fois que nous passons à côté d'une si belle occasion pour retrouver le mondial. C'est arrivé le mardi devant plus de, on va dire combien au stade. Le stade était pratiquement plein. On ne sait pas compter. On sait pas compter, mais c'était au-delà de 80 000, 90 000 personnes qui étaient venues pour suivre ce match. Et toutes ces personnes qui étaient également à la maison, c'était une grande déception. Et je pense qu'on doit s'inspirer de tout ce que nous avons vécu mardi pour essayer de préparer les prochains grands événements. C'est vrai qu'il ne faut pas perdre espoir. On a suivi Sébastien Desabre et d'autres léopards. Il ne faut pas perdre espoir. Tout peut arriver en football. Il faut d'abord gagner les 2 derniers matchs et espérer. Il ne faut pas bien que c'est compliqué à 80% de voir le Sénégal tomber devant la Mauritanie ou soit le Soudan du Sud. Peut-être gagner les 2 derniers matchs et espérer aller à jouer les barrages. Ça sera encore un long chemin pour aller chercher la qualification. Mais bon, c'est nous-mêmes qui l'avons voulu de passer à part cette étape alors qu'on avait l'opportunité de gagner et surtout de garder notre destin entre les mains. Voilà, la République démocratique du Congo qui aujourd'hui occupe la 2e position de son groupe avec 16 points derrière le Sénégal, 18 points, c'est 2 points de quart entre les 2 pays. 2 points, ça semble petit, mais non, c'est beaucoup. 2 points sur cette dernière ligne droite. 2 points, c'est beaucoup avec 2 matchs. Le Sénégal jouera la Mauritanie et le Soudan du Sud. La République démocratique du Congo jouera le Togo au Togo et le Soudan ici à Kinshasa. 2 matchs importants. Il faudra alors aller chercher de terminer parmi le meilleur deuxième, les 4 meilleurs deuxièmes pour pouvoir arracher les barrages. Et ensuite, après le barrage au niveau africain, il faudra aller au barrage au niveau mondial pour la République démocratique du Congo au regard de son positionnement au-delà de la 60e place mondiale, la RDC, pour aller au mondial sans pour autant terminer en première position de son groupe. Il faudra encore 4 matchs pour aller chercher cette qualification. Tyson Ndombele, c'est vrai que tout n'est pas perdu, mais le chemin devient un tout petit peu lent quand on sait que le Sénégal va faire tout pour aller chercher ces 2 victoires lors des 2 dernières journées. C'est pas impossible parce qu'il n'y a pas d'impossible en football, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que ce n'est pas pour rien, le peuple est congolais, derrière le chef de l'État, tout le monde voyait la RDC soit battre le Sénégal ici à Kinshasa ou à défaut d'une victoire, chercher même un match nul qui pouvait nous laisser dans cette position un peu confortable où il fallait à tout prix aller chercher une victoire en déplacement à Lomé face aux éperviers du Togo également. Revenir ici pour chercher également la dernière victoire lors de la dernière épisode de ces éliminatoires. Mais on a failli à la maison. C'est ça aussi les hauts niveaux. Donc, c'est ça le haut niveau. Et ce qui arrive aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est qu'il nous arrive aujourd'hui
Ça va nous pousser à la réflexion, Le football congolais mérite une autopsie très sérieuse parce que le haut niveau, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'excuses. Ça fait depuis 1974 qu'on est venu à la Coupe du Monde. Finalement, nous avons écrit cette histoire en termes de participation à la Coupe du Monde pour l'Afrique subsaharienne. Mais depuis 1974, aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans. On ne sait même plus c'est comment ce chemin que nous avons laissé depuis 1974. C'est là prouve à suffisance que si vous ne travaillez pas, si vous restez endormi sur votre laurier pour dire que non, nous sommes une nation de football, vous resterez sur cette histoire. On était ici sur terrain avec tout ce qu'on pouvait faire sur le plan communicationnel, question de montrer à Chancel Mbemba avec ses coéquipiers que nous sommes derrière. Nous sommes derrière vous et créer un miracle, créer de la sensation. Nous sommes là. On a même écrit Ezali Kamboyama Bélé. Alors que lorsque vous entrez sur terrain, vous serez à 11 contre 11 et comme les Kambou, il y a level, les Kambou, il y a talent, les Kambou, il y a une bonne préparation, les Kambou, il y a un niveau, les Kambou, il y a une équipe sérieuse. Et c'est ce que nous avons vu. On a marqué à des reprises avec un bloc stratégique derrière parce que en face de nous, c'était une grande équipe très, très joueuse avec beaucoup de qualités dans tous les compartiments de jeu. Et stratégiquement parlant, même si ce n'était pas une volonté tactique de Sébastien Desabre, mais l'image tactique de Lion de la Teranga nous a poussé de reculer. Et c'était intéressant pour nous parce qu'il fallait rester en bloc bas pour les empêcher de trouver les failles et repartir en contre parce que nous avons des avions de chasse des côtés. Il y avait Yohan Wissa également. De l'autre côté, il y avait Meshach Elia. Et ça nous a souri. Nous avons marqué 2 buts en première période et après cette petite déconcentration, nous avons encaissé. Mais moi, à la mi-temps, je posais la question aux amis, est-ce que nous avons encore 45 minutes avec cette équipe que je vois ici? Nous avons encore 45 minutes de souffrance, de douleur avec ces jeunes de Ndiaye. Attention, ce match est loin d'être fini. Et à la reprise, et j'avais vu également à la première période le geste de Sadio Mané, un joueur très expérimenté. Oui, malgré le début encaissé, il calmait son équipe, ses coéquipiers pour dire que non, ce match est loin d'être fini. On a encore beaucoup de minutes à jouer et ça ne pardonne pas. Donc c'est ça les hauts niveaux. Dans les hauts niveaux, on doit s'attendre à tout. On doit s'attendre à une défaite à la maison et une défaite qui va nous pousser encore à la réflexion, à la continuation du travail, parce que on a mis en place aucun plan, aucune stratégie, aucune politique sportive pour faire en sorte qu'après 74, qu'on réécrive encore une fois une histoire positive ou une autre histoire de notre football. On ne l'a pas fait. On était resté pendant que d'autres nations étaient plongés dans des projets de partenariat que nous débutons aujourd'hui avec ce fameux partenariat avec l'AS Monaco et le FC Barcelone que tout le monde attaque dans les réseaux un peu partout. Toboa Kimbongo. Mais vous et nous, on a suivi le Lion de la Teranga en 2002, lorsqu'il portait la lourde charge de toute l'Afrique en Coupe du Monde 2002, Corée-Japon. On a vu comment cette équipe a défendu valablement l'Afrique avec l'ossature de Fadiga, El Hadji Diouf, Cissé. Et après cette participation honorifique à la Coupe du Monde, c'était directement la réflexion nationale pour essayer de refaire ce qu'ils avaient fait en 2002. Et il faut mettre en place un projet. Il y a des écoles de formation. Il y a presque tous les grands clubs d'Europe ont des centres de formation, des écoles au Sénégal. Ou encore des partenariats avec des écoles, des centres de formation locaux. Des centres voilà, locaux, donc c'est comme ça. Et il y avait des jeunes qui quittaient tout le Sénégal. Il suffit de rayer, il suffit de dégager une image positive qui projette l'avenir. Directement, ils sont allés en Europe pour continuer le travail, continuer sur la formation. Et après, ils vont gagner des contrats dans des grands clubs. Voilà, aujourd'hui, tout le monde au stade, vous voyez Sadio Mané nous faire du mal. On était tous surpris de voir un jeune d'Everton qui était courtisé par City. Il a refusé son club. Sadio Mané qui n'a pas été explosif face à la RDC. Il n'a pas été explosif, mais sur le plan mental, en tant que cadre, il a joué un grand rôle. On vient de rappeler tantôt le geste qu'il faisait. C'était une participation très efficace pour lui. Donc, oui, j'ai vu également Chancel faire le même geste avec notre équipe. Mais au-delà de ça,
le talent, la résistance, la bonne préparation et le respect de projet. Cela prouve à suffisance que l'équipe du Sénégal est une équipe très bien assise sur base d'un projet à long terme où chaque étape était évaluée pour voir, après 2002, qu'est-ce qu'on pouvait encore proposer au monde. On voit, lorsque l'équipe du Sénégal partent en Angleterre pour aller battre cette grande équipe d'Angleterre, pour aller battre le Brésil. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une préparation à long terme, parce que c'est ça le football. Le football demande de l'investissement, demande également de la patience. Est-ce qu'on est patient? On voulait à tout prix battre le Sénégal. Est-ce qu'on avait suffisamment des arguments pour le faire? J'ai dit non. Dire ça, dire cette vérité, ce n'est pas une manière pour moi de minimiser les talents qui regorgent également notre équipe, mais cela prouve à suffisance que nous devons continuer à travailler si nous voulons demain retrouver le chemin de la Coupe du Monde. Parce que le haut niveau, il n'y a pas de pardon. Si on ne travaille pas, Jonathan, je suis par là, si on ne travaille pas, on peut revenir pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2030 au Stade des Martyrs. On va retourner la même chose. Madagascar, que nous voyons aujourd'hui, est allé compliqué, il allait donner la vie difficile au Cameroun, en leur battant 1-0. On peut revenir même face au Bénin. S'ils continuent à travailler, nous sommes toujours endormis sur nos lauriers, nous sommes une nation de football, on peut être surpris encore au Stade des Martyrs et il y aura encore des casses si on n'organise pas bien les choses. Très bien, puisque là, vous avez quasiment rejoint la réflexion de Sylvie Meillat, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui aurait bien voulu réagir également sur ce sujet. Elle avait justement dit: chaque pays a son propre modèle de développement, mais le dénominateur commun reste la formation. Et justement, vous en parliez dans votre argumentaire. Vous avez rejoint justement cette réflexion de Sylvie Meillat, qui a aussi parlé du Maroc avec l'Académie nationale Mohamed VI et le Sénégal, justement, certes avec de privés, Jambars, Génération Foot, mais les résultats restent le même, avec notamment ces partenariats avec les autres clubs européens où les jeunes quittent tôt le Sénégal pour aller en Europe. Puisque vous parlez de la formation, je reviens sur la déclaration du jeune Lamine Camara. On l'a vu après le match Sénégal-Soudan, 2-0. La vidéo a fait d'ailleurs la une de la toile. Il avait clairement dit qu'il venait ici à Kinshasa pour gagner. On a partagé la vidéo. Les gens pensaient que c'était une erreur professionnelle de sa part. Comment un joueur peut déjà dire qu'ils vont à Kinshasa pour gagner la RDC? Mais c'est la détermination. C'est la détermination. Et c'est là que vous voyez que c'est quelque chose qui est inculqué aux jeunes qu'on forme au Sénégal. Le Sénégal, aujourd'hui, le jeune Lamine Camara, si vous voyez son parcours, c'est pratiquement le résumé du travail que fait le Sénégal avec ses centres de formation. Il a pratiquement tout remporté avant de venir chez les A, parce qu'il était chez les U17, il était chez les U20, il était chez les U23. Il a remporté le CHAN en 2023 avec le Sénégal en Algérie. Et aujourd'hui, il a rejoint les seniors. Donc, on a déjà inculqué à ces jeunes cette envie-là de gagner. On l'a vu avec les autres joueurs sénégalais et même le direct que j'ai suivi hier de Pape Gueye qui disait qu'ils étaient déjà préparés mentalement parce qu'on leur avait déjà dit qu'au Stade des Martyrs, on ne sort pas vivant. Il a parlé avec Lionel Passy qui lui avait dit que voilà, le Stade des Martyrs, vraiment, il y a de l'ambiance. Donc, ils étaient préparés mentalement pour aborder ce match. Je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Tison a parlé de la formation, vous êtes revenu sur la formation. Nous, ça manque cette formation-là. On n'a pas des joueurs formés ici au pays. Regardez l'effectif de Sébastien Desabre, pratiquement, ce sont des joueurs tous formés à l'extérieur et qui sont venus pour un projet. Aujourd'hui, si Sébastien Desabre partait, par exemple, c'est tout un projet qui va prendre fin. Alors que le Sénégal, aujourd'hui, pratiquement, la grande partie sont des joueurs qui sont formés au pays et qui vont évoluer à l'extérieur du pays. Donc, c'est ça même la différence. On ne sait pas préparer nos victoires. Comme l'a dit Tison, demain, après-demain, on reviendra encore au Stade des Martyrs. Si on est juste dans l'improvisation. Oui. Et on va perdre. Donc, la différence, le mardi, face au Sénégal, je pense que c'est l'âme qui a joué. L'âme, sont les Sénégalais. Et voilà, l'expérience peut-être avec les Ouissa et autres, ça fait la différence parce que les joueurs sénégalais sont venus conscients qu'ils étaient d'abord formés dans leur pays. Ils savent ce qu'ils étaient venus faire par rapport à un certain Bissac à qui jouait pour la première fois ici à Kinshasa.
et qui ne ressentira peut-être pas, c'est que Lamine Camara ressentira si il est éliminé. Bissaka vient pour la première fois. Bon, la RDC a perdu, il est rentré chez lui, et puis il est passé à autre chose. Mais Lamine Camara, c'est un jeune formé, grandi au Sénégal, formé. Et aujourd'hui, c'est que c'est vraiment porter les couleurs d'une sélection parce qu'il a pratiquement tout reçu du Sénégal. Voilà, outre la formation, bien sûr, passons Chaba, un autre aspect important, c'est l'état de forme de joueurs. C'est vrai qu'on va dire que le match contre le Soudan du Sud, qu'on a gagné 4-1, a été un trompe-l'œil, puisque ça cachait toute cette mauvaise forme de joueurs qui sont restés très longtemps sans jouer, des joueurs qui ont commencé le match. Et là encore, Slimé avait rappelé, c'était 7 sur 11, 7 joueurs sur 11 titulaires face au Sénégal qui étaient en manque criant des temps de jeu contre des joueurs qui étaient il faut le rappeler, en forme. Il faut rappeler les noms. Là, vous pointez directement Chancel. Nous avons Berthaud, nous avons Dimitri Berthaud, ouais. sans club. Latéral droit, Van Bissaka, qui n'a pas joué jusque-là. Il n'a pratiquement pas joué en championnat. Donc ça va faire 8. Il n'a pas joué. Et le match de ce week-end ne jouera pas non plus parce qu'il est malade. Oui, c'était hier. Massakou qui n'a joué qu'un seul match. Qui n'a joué qu'un seul match. D'ailleurs, il était remplaçant. Vous avez dans la charnière centrale... C'était sur son couloir que le malheur est venu. Hein. Oui. Exactement. Dans la charnière centrale, Chancel Mbemba, qui n'a pas joué... Pratiquement des saisons presque. Voilà. Il a joué aujourd'hui. Il a repris aujourd'hui. Il a repris aujourd'hui avec Lille, oui. Batoumissika, qui est à la recherche d'un club. Jusque-là, il n'a pas encore trouvé des clubs. Nous sommes déjà à combien? Nous sommes à 5. Donc, c'est 8 d'ailleurs sur 11. Au milieu de terrain, vous avez Moutoussamy, qui venait de s'engager en Grèce avec un club de première division, le nom m'échappe. À côté de Moutoussamy, il avait également cédé physiquement lors de l'action de troisième. Voilà, les deux joueurs qui ont pratiquement joué, c'est Edo et Noah. Il y a Yohan Wissa qui n'a pas joué, qui n'a quasiment pas passé une bonne pré-saison puisqu'il a quitté les camps d'entraînement de son club. Exactement. Mais Chakelia n'a pas pratiquement joué. À part peut-être Cédric Bakambu qui a joué en club et Noah Sadiki qui a pratiquement aligné à 3 titularisations avec Sunderland. Et qui était encore titulaire hier. Exactement. Donc on a eu peu 8 sur 11. Ouais. 8 sur 11, 100 temps de jeu face à une équipe composée de joueurs avec du temps de jeu, sauf bien sûr Nicolas Jackson. Là, on peut dire que la différence s'est bien faite sentir sur le terrain avec notamment ces différentes formes de joueurs. On a vu que l'équipe nationale de la RDC n'a tenu que pendant, je veux dire, les 30 premières minutes, où on était tellement volontariste qu'on voulait à tout prix avoir ce but pouvant mettre le Congo loin de, je dirais, des assauts sénégalais, mettre le Congo devant et lui permettre d'avoir cette ascendance sur le Sénégal, maintenir le quart au classement en étant en tête et par après, voir si on pouvait justement finir ce match en étant premier du groupe. Mais malheureusement, comme je le disais, la RDC n'a eu que ses 30 premières minutes. Et il y a ces 2 buts. D'abord celui de Cédric Bakambu, qui depuis un très long moment n'avait plus marqué au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Si je ne m'abuse, son dernier but remonte au match que le Congo a joué contre le Libéria, je pense. Sur une passe, justement, une passe décisive de Poutou Trésor qui avait pratiquement traversé toute la moitié de terrain des Libériens et trouvé ainsi Cédric Bakambu qui a ouvert le score. Et contre le Sénégal, il a également marqué un but somptueux, c'est vrai, une combinaison partie de Yohan Wissa qui trouve Noah Sadiki, Cédric Bakambu, une roulette, il retourne, il enchaîne avec une frappe qui bat pratiquement à Mandy. Le deuxième but arrive avec Yohan Wissa et par après, je ne sais pas si les joueurs étaient dans la même euphorie que ceux-là qui suivaient le match en dehors du terrain pour se dire, eh ben voilà, on a notre victoire face au Sénégal et la qualification acquise pour la Coupe du Monde. Les Congolais se voyaient déjà qualifiés au Mondial alors que le Sénégalais savait qu'à tout prix, il devait partir de Kinshasa soit avec un match nul ou encore une victoire. Cette volonté a été prouvée sur le terrain avant de rentrer au vestiaire, réduction du score de 2-1. Au retour, on a vu que le milieu de terrain sénégalais, avec notamment Ndiaye, d'Everton, qui a mis en mal, à lui tout seul, je me permets de le dire, toute la ligne médiane de la République démocratique du Congo, imposant ainsi à Sadiki et à Kayembe de reculer de pratiquement 10 mètres.
Et lorsque face à une équipe comme celle de Lion de la Teranga du Sénégal, vous reculez des 10 mètres de la ligne médiane, ben vous êtes mort, vous êtes asphyxié. Du coup, toutes les attaques, tous les assauts avaient pour finalité la charnière de l'équipe nationale de la RDC, comme si tous les Sénégalais savaient que Chancel a pratiquement passé 2 saisons sans jouer. C'est vrai, Chancel, volontariste, on ne va pas non plus lui reprocher sa prestation lors de ce match, mais Je pense que dans la mise en place de la philosophie de jeu, je pense que le coach du Sénégal pouvait aussi tenir compte de cet aspect pour dire ce sont 2 joueurs fatigués, justement. sans rythme, pouvait bien vous servir de cela. Il y a Moutou Sami qui avait disparu pratiquement après la 25e minute. Bon, je ne vais pas être trop dur avec lui, mais c'est pratiquement la réalité que nous avons tous vue et constatée lors de ce match. Par après, Tison a évoqué un cas ici, celui de Massokou, qui était la cible de pratiquement tous les assauts, je dirais même 70% des assauts des Sénégalais. Le 3e but ne va pas, en tout cas, présenter un scénario qui ira à l'encontre de ce que je dis. La charnière centrale, il y a des erreurs comme ça d'appréciation de Dylan, par exemple, qui nous a coûté ce 2e but. Le 3e but, c'est vrai, il y a également Piquel qui devait intervenir sur ce ballon dans la surface de réparation, mais qui est arrivé en retard. En tout, nous avons eu une équipe de la RDC qui jouait à 30%, certes volontariste et devant au score parce qu'ils ont réussi à marquer les 2 premiers buts en premier, face à une équipe sénégalaise qui était venue avec la volonté chargée à 1000% pour partir de Kinshasa sans perdre. Nous l'avons vu sur le terrain, le Sénégal mené, le Sénégal qui revient, la RDC qui était devant, asphyxié, le Congo a totalement perdu de repère sur le terrain. Résultat, défaite, 2 buts contre 3. Et aujourd'hui, nous courons justement derrière le Sénégal qui, je dirais, n'a besoin que d'un point ou 2 pour s'assurer sa qualification à la Coupe. Non, 4 points maximum. 4 points maximum. Même lorsque vous voyez... Alors que le Congo doit impérativement gagner ces 2 prochains matchs pour s'attendre peut-être à une défaite du Sénégal. Peut-être qu'on verra ça face à la Mauritanie parce qu'entre les deux, ça chauffe cette... rivalité qu'il y a dans l'association des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais si ça n'arrive pas... Je ne pense pas. Justement, nous sommes dans des si. Si ça n'arrive pas, la fratrie Sénégal-Mauritanie. C'est vrai qu'il y a des Sénégalais qui ont de postes en Mauritanie, des Mauritaniens également qui ont de postes au Sénégal, mais lorsque ça parle comme ça de cette rivalité qu'il y a dans le siège de football en Afrique de l'Ouest, cette fraternité un peu mise en arrière-plan. Fraternité. Mais le Congolais ont eux-mêmes creusé leur tombe, je dirais. Heureusement pour eux qu'ils ne sont pas totalement tombés dedans parce que jusqu'à ce jour, ils sont parmi les 4 nations pouvant se qualifier au barrage. Et si lors de 2 prochains matchs, la RDC se loupe sur un seul, on ne jouera même pas les barrages. Et même quand vous regardez le 3e but du Sénégal, c'est pratiquement la même chose que le but encaissé par la RDC face au Soudan du Sud. C'est sur le couloir gauche. Beaucoup de gens n'ont pas vu le but du Soudan du Sud parce qu'on n'a pas vraiment préparé... le match face au Sénégal parce que le résultat du match Soudan du Sud nous a tellement aveuglés que on s'est dit que on était tellement au top qu'on était prêt à affronter les Lions de la Teranga du Sénégal. Allez, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce match. Bon, on va pas trop s'attarder sur le match puisqu'on a perdu 3, même si là, on n'a plus de notre destin entre les mains. Allez, on parle encore de ce match. RDC, Sénégal. On a vu l'engouement, oui, puisque nous tous, on a fait ce travail de mobilisation du public pour aller soutenir l'équipe nationale de la République démocratique du Congo dans cette rencontre. Oui, puisque c'était un match important pour la suite de ces éliminatoires contre un adversaire de taille, le Sénégal. Le public a répondu présent, oui, au stade, mais en grand nombre. Au-delà des espérances, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait débordement au cours de ce match entre la RDC et le Sénégal? Un stade de martyrs archi-comble. D'ailleurs, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont manqué de place. La tribune de presse a été envahie également par de supporters, ce qui était, je pense, inédit, puisqu'on n'avait jamais assisté à ça, que ça soit étouffé comme ça, comme c'était le cas lors du match entre le Sénégal et la RDC, entre la RDC et le Sénégal. Il y a eu une réunion. Réunion pourquoi? Puisque après le match, il y a eu désordre avec de sièges
arrachés, cassés au stade. Un bilan négatif, en tout cas, tiré après cette rencontre entre la RDC et le Sénégal. C'est vrai qu'il y a eu la déception, mais il ne fallait pas arriver à ces extrêmes-là, puisqu'il y a des matchs qui vont arriver dans quelques jours déjà pour les coupes interclubs de la CAF, le Stade de Martyrs. Et bien sûr, la RDC a encore un match ici à jouer contre le Soudan. Et hier, il y a eu une réunion présidée par le ministre des Sports, Didier Boudimbou. Vous étiez présent, on va dire, au cours de cette réunion. Qu'est-ce qui s'était dit au cours de la réunion? Merci. Il y a eu réunion 48 heures après le match, donc le jeudi. La réunion s'est tenue à la salle de la conférence de presse du Stade des Martyrs, convoquée par le ministre des Sports, parce qu'il fallait vraiment évaluer ce qui s'était passé. Vraiment, on ne pouvait pas comprendre cela parce que c'était vraiment très compliqué. Et en fait, moi, j'ai toujours dit, si on veut marquer le monde, on doit se démarquer du monde. Et cette démarcation doit rester sur le plan positif parce que au-delà de ce qu'on attendait sur terrain, tout le monde voulait voir la RDC gagner ses matchs, oui. Mais on pouvait perdre sur terrain, mais gagner également en termes d'organisation. Parce qu'on le sait très bien, tout le monde le sait que le Stade des Martyrs est sous cette menace de la FIFA, cette menace de fermeture, parce que le Stade des Martyrs n'est pas un stade moderne. Si on fait les tours du monde, il y a plusieurs compétitions internationales où nous participons avec vous et Genovic. Nous vivons quand même de la très bonne ambiance dans différents stades africains. Donc le Stade des Martyrs n'est pas déjà un stade moderne. Et lorsque la FIFA ou la CAF nous donne quand même cette autorisation gracieuse pour accueillir des grands événements internationaux, moi, je pense que nous sommes obligés de prouver à la face du monde que nous sommes capables d'organiser des choses. Il faut prouver à la face du monde que nous avons accueilli ici à Kinshasa l'édition numéro 9 des Jeux de la francophonie qui a épaté le monde entier. Et c'était des Congolais ensemble avec l'expertise ou l'intelligence internationale. Nous avons réussi cela. Il n'y a pas longtemps, nous venons de vivre la dernière édition de la Coupe du Congo de volley. C'était des Congolais avec un leadership congolais que nous avons réussi à faire ces grands événements. On va revenir sur le volley dans quelques minutes. Oui, j'ai évoqué cela parce qu'on parle de l'organisation. Mais ce que nous avons connu, c'était catastrophique. J'étais dans cette réunion, Jonathan, je ne faisais que crier à l'intérieur de moi, je ne faisais que pleurer. Comment se fait-il? Alors déjà, le bilan, c'est quoi le bilan qui a été annoncé hier au cours de cette réunion? Non, le bilan était catastrophique. Concernant déjà le siège. Le bilan était catastrophique en termes d'organisation dans son ensemble. Le bilan était catastrophique. Je le dirais ici, Jadot également était dans cette réunion. C'était parmi les parties prenantes de cette organisation du match et parmi les parties très accusées, alors que le déroulement ou les détails de cette réunion nous présentaient autre chose. Comment se fait-il? Le commandant de la police, il y avait un colonel qui représentait la police dont on leur avait exigé le nombre de 44 500 éléments. Ce n'était pas les nombres qui étaient venus au stade. 4 500 éléments, ce n'était pas les nombres venus au stade. Ces 4 500 éléments, c'était sur base d'une réflexion pour accueillir 55 000 personnes. Déjà, nous sommes partis de 55 000 au-delà. C'était une violation grave et ce n'est pas une première. À chaque fois qu'on nous accorde un nombre à respecter, on viole toujours. Et la violation de ces matchs a étalé au-delà est devenu très visible à la face du monde parce qu'il y a eu casse. Il y a eu casse et les jeunes gens, les inciviques, cassaient des sièges au stade devant ces policiers incapables de réagir. Incapables de réagir. Et lorsque 2 ou 3 personnes commencent à casser et qu'ils constatent qu'ils ne sont pas en danger, ils ne sont pas inquiétés, et les autres vont emprunter le chemin. Tout le monde était devenu brigand, incivique pour faire cet acte. Quittons cela. On parle de nombre exagéré de billets. Il y a eu contrefaçon, il y a eu falsification de billets. Devant le ministre des Sports, l'organe technique présente un document dont la copie était entre les mains de nos amis d'Helicocash, qui était chargé pour la vente de billets. Il faut le rappeler ici qu'Helicocash n'a pas le rôle d'impression, d'imprimer des billets. Lui a été chargé seulement pour la vente électronique des billets. Question de sécuriser. On va justement écouter Jadot Mwanda qui va parler de tout ça. Sécuriser également à ces processus qui donnent un peu de moyens au trésor public. Et l'organe technique présente un document où toutes les parties prenantes ont signé.
il y avait la DGRAD pour le compte de l'État, il y avait également l'organe technique, le CONOR, il y avait également le ministère des Sports et la police, tout le monde avait signé. Le CONOR brandit également un deuxième document où il y avait que lui, et c'est lui qui a imprimé les billets sur sa demande. Qui a imprimé les billets? Il y avait une société là qui a imprimé les billets sur demande de CONOR, et c'est à la société là de remettre les billets au niveau des CONOR. C'est au CONOR de remettre les billets à celui qui était censé vendre les billets Illico Cash. C'était comme ça. Donc, et devant le ministre a posé la question à un membre, à un monsieur qui accompagnait Mme Belinda, la présidente du comité de normalisation. Le monsieur était muet devant tout le monde pendant quelques minutes et on les regardait comme ça. Le ministre lui a posé des questions. Vous avez brandi un document. Non, le premier document a été brandi par notre ami d'Illico Cash qui a montré que nous avons reçu auprès du CONOR 51 000, quelque chose comme ça, de nombre exact de billets pour vendre. Et après, le monsieur du CONOR a brandi un autre document qui était conforme, qui est égal à ce que Illico Cash avait brandi, mais le deuxième document où il y avait que des signatures de la FECOFA, également de celui qui imprimait les billets. Le ministre a posé des questions. Pourquoi cette différence? Ici, tout le monde signe. Parce qu'il y a la vigilance, il y a l'œil de l'État. Et si il y a que deux signatures. Donc, ça donne l'impression que, il y a eu fraude. Au-delà des billets que vous avez commandés auprès de celui qui a imprimé les billets pour donner à Illico Cash, c'est que vous avez encore commandé d'autres billets que vous-même, vous avez géré la vente. Alors que celle qui était censée vendre les billets, officiellement connue par toutes les parties, c'était Illico Cash. Une chose. Et le représentant, celui qui était représentait la police dans cette réunion, il y avait un colonel dont le nom m'échappe. Il insiste qu'on arrête, qu'on interpelle Illico Cash. Selon lui, Illico Cash a falsifié aussi d'autres billets. Mais il s'est contredit en disant que au niveau de leur cachot, il y a également des gens qui ont falsifié des billets, qui n'ont rien à voir avec Illico Cash, qui n'ont aucun lien avec Illico Cash, mais ils sont quand même arrêtés. Les falsificateurs de billets sont arrêtés. Et on devrait le présenter devant le parquet parce que le ministre a promis, c'était sur instruction du chef de l'État, un message transmis par le VEP de l'Intérieur demandant au patron des sports congolais d'organiser cette réunion en urgence, en un jour des conseils des ministres, pour qu'il soit très outillé, question de faire un rapport concret, précis sur tout ce qui s'était passé parce que ça donnait l'image d'un sabotage. Jonathan Massiala, est-ce que vous pouvez croire un match pareil, un grand événement où tout le monde était derrière, en commençant par le premier citoyen congolais, le chef de l'État. On connaît sa passion pour le pays et son amour pour les sports du pays. Les trios arbitrales qui devaient officier ces matchs sont abandonnés à l'aéroport de Djili. Ça, c'est pas normal. À 1h du matin, jusqu'à 3h, il n'y avait personne pour aller les chercher, alors que l'organe technique qui est censé faire ce travail, on était distrait, concentré à autre chose, à comment falsifier des billets, et alors que les arbitres étaient restés là, jusqu'à ce qu'ils ont pris le taxi pour aller chercher leur hôtel. Ça, c'est énervant. Tyson Ndombele, là, vous parlez de faits. Donc, quand vous parlez de falsifier de billets, là, vous n'avez pas de preuve qu'il y a eu falsification de billets du côté de la Fédération congolaise de football association. Mais ce que vous dénoncez est légitime. Les faits que les arbitres, les officiels du match, ça, c'est pas normal. C'est un sabotage, hein, quasiment, de voir que ces officiels soient abandonnés à l'aéroport sans pour autant qu'il y ait un membre de la fédération qui soit là pour pouvoir justement aller le chercher et le ramener à l'hôtel où il devait en principe loger. Parce qu'on le sait, il y a déjà des réservations qui sont faites en avance quand ils arrivent et puis on les prend, on les amène directement dans leur hôtel. Illico Cash est avec nous dans ce studio. Vous avez été accusé, comme l'a dit Tyson Ndombele tout à l'heure, mais dans la vente de billets, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions avoir ces nombres aussi importants de supporters au stade? Merci beaucoup, Jonathan Massiala, et bon après-midi surtout aux invités que je suis venu trouver sur ce plateau de la Radio Top Congo. Comme vous le savez, Illico Cash, d'abord, c'est une plateforme digitale de vente. Hein. Et dans Illico Cash, comme vous le savez, il y a aussi de personnes qui sont assez outillées, entre autres de professionnels de médias, que je suis, vous le savez, je suis journaliste. Je connais ces milieux sportifs, comment est-ce que les choses se passent. Voilà pourquoi est-ce que vous allez vous rendre compte que on a été accompagné par la presse sportive pendant cet événement. C'est là où on avait annoncé qu'il n'y aura pas vente le jour J. Illico Cash a procédé par la prévente de billets. Donc, on a commencé la vente, si je ne me trompe pas, c'était le 25 août, pour en finir le 8 septembre.
Le match était prévu le 9 septembre. Vous allez vous rendre compte que pour ce qui est de la vente de billets, il y a toute une commission qui réunit tout le parti. Comme M. Ndombele venait de dire, donc l'œil du gouvernement a toujours été là, qui est la DGRAD, parce qu'il y avait un point qu'on a évoqué par rapport au terme extampillement de billets. Nous, tellement que nous faisons une vente digitale, l'achat de billets s'est fait par l'application. Donc, quand vous achetez les billets via l'application, c'était le plateforme e-ticket.